Alors, nous avons abordé également ce week-end un sujet extrêmement délicat, savoir que les critères de sol, de langue et de religion n'étaient pas déterminants. C'est pas parce que les gens sont sur le même sol qu'ils font partie du même groupe, pas parce qu'ils ont la même religion qu'ils font partie du même groupe, et c'est pas parce qu'ils parlent la même langue qu'ils font partie du même groupe. Bon. Donc, ce sont des critères qui ne sont pas valables. Parce qu'on sait très bien que ça ne correspond pas à la réalité. C'est pas parce que les gens sont installés à un endroit donné que cet endroit les conditionne et les détermine. C'est pas parce qu'ils ont une certaine langue commune à d'autres langues que ça veut dire qu'ils font partie d'un même ensemble. Oui, quelque part, oui, mais pas fondamentalement. Alors, c'est pour ça que nous avons introduit la notion de race, mais sous un angle tout à fait différent de celui qu'on utilise habituellement. C'est-à-dire ni la question de la couleur, c'est pas la question de la couleur, c'est la question du faciès, de la structure du visage. Et ça, c'est incontestable. Bon, alors il ne s'agit pas de dire qu'il y en a qui sont mieux que d'autres, c'est pas la question. La question, c'est qu'il ne faut pas mélanger les gens qui n'ont pas le même faciès. C'est évident. Alors ça pose le problème de l'antisémitisme. Parce que l'antisémitisme, ce qui caractérise l'antisémitisme, c'est le fait même de mettre les juifs et les arabes ensemble. C'est déjà une forme d'antisémitisme que de parler de sémitisme. Qui a été inventé par des gens comme Gobineau, etc. Voilà. Et, par conséquent, le débat que nous avons eu avec nos amis, notamment certaines qui étaient d'origine maghrébine, c'est de reconnaître que les Arabes et les Juifs n'avaient pas la même structure de visage. Et que les Juifs ressemblaient beaucoup plus à des Caucasiens que les Arabes. Quel que soit le fait qu'ils soient plus ou moins bronzés, c'est un autre problème. Et ça nous amène à replacer le peuple juif au sein de la race blanche, de la race caucasienne, ce qui me paraît un élément fondamental, au lieu de croire qu'il faut les placer dans le monde sémitique ou dans le monde arabe, ce qui à mon avis est un contresens majeur, fondé effectivement sur des affinités religieuses, le Coran et la Bible, des affinités linguistiques, l'hébreu et l'arabe, etc., et des affinités géographiques, la terre promise et le monde arabe, etc. Donc effectivement, il y a tout un ensemble d'arguments en faveur de la sémitisation du peuple hébreu qui sont rejetés désormais. Et nous sommes en face de ce que j'appellerais une double xénophobie. Xénophobie horizontale, qui consiste à dire, voilà, ces gens-là ne sont pas pareils que nous, mais aussi une xénophobie verticale, qui est beaucoup plus intéressante. La xénophobie verticale, c'est la lutte des classes. Et dans une société, de toute façon, cette xénophobie verticale, elle est irréductible. Il faut accepter qu'il y a dans une société, différentes strates sociales. On peut ne pas accepter qu'il y ait des races différentes, mais on peut pas ne pas accepter qu'il y ait, au sein d'une population donnée, une élite. C'est ce que j'appelle la xénophobie verticale, qui d'ailleurs joue un rôle important en France aujourd'hui, qu'a d'ailleurs théorisé plus ou moins à sa façon Karl Marx, lutte des classes, mais fondamentalement, les Juifs s'inscrivent dans cette lutte des classes et sont au cœur de cela, avec des situations conflictuelles. Il peut y avoir des rejets au niveau de la xénophobie verticale, qui pourrait être même plus important que la xénophobie horizontale, surtout quand on essaie de faire passer ce qui est de la xénophobie verticale pour de la xénophobie horizontale, en disant mais non, en fin de compte, les Juifs sont des étrangers, etc. Donc il y a aussi ce petit jeu qui est intéressant à observer.